Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Ce qui m'amène à une question, Charles. Est-ce que c'est cette préoccupation qui te pousse à créer dans les années 2000, peut-être en 2000, pour être plus précis, la galerie Charles? En 2000, je chemine. Je chemine de mon enseignement à l'INA, je chemine de 83 jusqu'à dans les années 96 comme prof. Entre deux, à un moment, je décide que je vais aller faire une formation en France et voir ce qui se passe là-bas. J'ai confronté ma vision avec une vision d'ailleurs. Donc je pars en France dans les années 90 pour faire un DSS en gestion des entreprises culturelles. Je fais une formation assez particulière qui venait d'être créée par le ministère de la Culture et de la Coopération française. Les deux ministères ont décidé de créer une formation pour les pays africains, asiatiques et de l'Europe de l'Est. Je me retrouve dans une formation avec 15 acteurs culturels ou artistes. Je fais cette formation et je me rends compte en fait finalement qu'on voulait me mettre dans la tête une façon de voir la gestion de la culture comme on la voit en France. Je comprends ça. Mais je reviens en me disant, qu'est-ce que je fais avec ça? J'arrive ici, en 80, j'enseignais quand je partais. 8 mois avant mon départ, j'étais directeur du théâtre national ici, je reviens, je demande qu'on me remette à l'INA, je recommence à enseigner. Mais mon enseignement devient encore plus pertinent et plus méchant. Je bouscule encore plus parce que là, je suis revenu complètement énervé, tu vois. Donc j'attaque à fond. Au bout de quelques mois, on me propose un poste de conseiller technique au ministère de la Culture. Je rentre de France en novembre, on me propose un poste de conseiller en février. D'accord. C'était le Mali qui venait de réussir à faire tomber Moussa. J'étais content de faire partie de cette nouvelle réalité. J'accepte mon poste de conseiller, je rentre au cabinet du ministre de la Culture. Conseiller chargé des arts. Le premier dossier qu'on me met dans les bras à traiter, c'est le dossier des rencontres de photos 93. D'accord. Parce que la première édition allait se passer en décembre 94. D'accord. Donc je prends le dossier, je regarde. Moi qui étais à l'époque dans mes interrogations justement par rapport à ce qu'on vient de dire, je dis à mon ministre, je dis mais il y a un souci. Avant que je ne parte en France et même maintenant, la photographie n'existe nulle part dans les préoccupations de politique culturelle du Mali. Mais ce dossier-là, il est costaud pour un pays, il est trop costaud pour un pays où la photographie n'a jamais été une préoccupation. Comment ça se fait qu'on soit à quelques mois de faire un événement aussi important sans avoir réfléchi à comment le Mali peut en faire un projet malien? Je dis, on va faire un événement photo, personne ne parle de photo au Mali, personne n'est au courant. Parce que 93, moi je venais de France et je sais que la première expo de Seydou Keïta et moi je savais que Seydou Keïta et Malik Sidibé existaient, mais qui le savait au Mali en 93? Pas grand monde. Je dis, mais j'ai dit au ministre, mais faisons gaffe. Les gens là, François Huguier et son ami Bernard Deschamps savent ce que c'est la photographie. Parce que la photographie fait partie de leur histoire, de l'histoire de France, de l'histoire de l'art. Mais nous, comment vendre à une population malienne? Et je me demande d'ailleurs comment vous avez pu vendre au gouvernement en tant que ministère ce projet alors que ce n'est le problème de personne. J'étais là depuis 3 mois quand je fais cette note. Mon ministre est un mec très intelligent. Il me dit, tu as parfaitement raison, mais il me dit, écoute-moi, tu arrives trop tard. Nous avons fait déjà des erreurs
dans celle que tu me parles, celle dont tu me parles, et il n'est plus possible de revenir sur cette erreur. Par contre, on peut travailler pour que dans la suite logique des choses, cette erreur soit réparée. Je dis, ok, monsieur le ministre, mais je dis, il y a un gros danger à faire semblant de n'avoir pas vu l'erreur. Il vaut mieux qu'on commence à parler de cette erreur. Je dis parce que quand moi je lis le dossier des rencontres, certes, ceux qui vous l'ont proposé ont un objectif. Mais ce que je n'ai pas vu dans le dossier, c'est l'objectif du ministère de la Culture et du Mali. Ce problème de manque d'objectif du Mali, à un moment ou un autre, il va falloir en parler. L'affronter. Ouais. Et la question qui me brûle les lèvres là, Chab, c'est est-ce que tu as l'impression qu'on en a parlé, qu'on l'a affronté, ce problème? Non, mais tu sais qu'on ne l'a pas abordé parce que tu es un photographe africain et tu as participé à des éditions des rencontres et que tu as lu sur les rencontres. C'est que ce problème-là n'a jamais été abordé. Pourquoi? Pour la simple raison que pour l'aborder, il faut savoir comment on fait d'une idée un projet. Comment un ministère de la Culture, avec une idée qu'elle est produite elle-même, ou une idée comme celle des rencontres qui leur a été vendue, comment à partir d'une idée on réfléchit pour faire un projet national ou même africain, parce que là, il n'y a pas que le Mali qui a merdé dans cette histoire entre nous. Parce que je considère que même les autres pays africains qui participent aux rencontres, depuis qu'elles existent, n'ont pas posé le problème. À la limite, le problème n'aurait pas été posé par le Mali, mais que un autre pays le pose, ou que les photographes ou le personnel artistique et culturel des autres pays le posent, ça permettrait d'en parler. Mais apparemment, jusqu'à présent, on est au même point. C'est que, en quoi les rencontres de Bamako sont un projet artistique malien, africain, pour les Maliens et pour les Africains. C'est une grosse question. Et donc, le problème, finalement, ce n'est pas tant les autres seulement, c'est aussi nous. C'est-à-dire notre rapport à nous et à ce qui nous concerne. Quelles seraient tes suggestions par rapport à la, disons-le, résolution, soyons prétentieux, résolution de ce problème-là? En fait, ce problème fait partie d'un problème plus gros. D'accord. C'est le problème de comment on construit les objectifs pour les choses qui nous concernent. C'est-à-dire une école d'art au Mali ou au Cameroun ou au Togo ou au Niger ou en Guinée. C'est quoi l'objectif de l'école? C'est quoi son objectif? La formation scolaire au niveau artistique et culturel doit être un projet. Et je pense qu'il y a lieu de penser un projet dans ce cadre-là, parce qu'il y avait une esthétique africaine qui n'existe plus, qui ne fait plus cours. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le musée du Quai Branly est un musée que les gens vont visiter pour voir ce qui a été produit dans le cadre de ce que j'appelle l'art symbolique. Dans le cadre de ce que j'appelle l'art ici, c'est-à-dire le symbolique et l'esthétique réunis, c'est ce que les gens vont voir au musée du Quai Branly. Mais en réalité ici, qu'est-ce que les gens regardent? Qu'est-ce que les gens consomment comme art? Ils consomment ce qu'en Europe on appelle le TOC, c'est-à-dire Mais je comprends. C'est-à-dire ils achètent des bibelots qu'ils mettent dans une bibliothèque, dans un meuble en bois, à l'intérieur d'une maison. C'est des objets faits à Dubaï, c'est des objets faits à Hong Kong.
Donc, on rentre dans le consumérisme. on consomme notre esthétique. Pour notre esthétique, nous consommons des objets qui ne sont pas faits ici. Pour toute notre esthétique. En fait, même, et tu vois, c'est même très grave parce que quand tu regardes, aujourd'hui, il y a un truc dramatique qui m'énerve, c'est que un ministre de la Culture du Mali s'habille en boubou, tissé, et le gars, il y a tout un discours derrière qui dit c'est nos valeurs culturelles. Mais en fait, c'est beaucoup plus présenté comme un argument politique que comme un argument artistique. Parce que ce gars-là, ministre de la Culture, qui porte un boubou tissé, que fait-il pour que le tissage devienne un projet artistique? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est dans la représentation. On est dans une sorte de construction fallacieuse qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et donc, du coup, la formation à l'école, l'enseignement, l'appui à l'art suppose qu'on construit un projet. Et pour moi, ce projet, c'est un projet esthétique africain qui part des différentes aires géographiques et socio-culturelles de l'Afrique où il y a de la richesse. Comment cette richesse est prise en compte dans une sorte d'actualisation d'un discours clair et pratique qui peut se transmettre. Comment par exemple, tu vois, moi, les grandes épopées d'Afrique. Au Mali, on avait une grande tradition. En Guinée, au Mali, on avait une grande tradition des ballets africains. C'était beau. Mais comment le ballet africain est étudié, analysé pour devenir un projet artistique actuel qui intègre les éléments nouveaux de la musique, comme le rap ou le slam? Comment on arrête de fonctionner sur des choses anciennes et des choses nouvelles qui n'ont pas de lien? Il n'y a pas de société, et c'est pour ça que l'Afrique va encore traîner. Il n'y a pas de société qui avance tant que la société avance par bon. Non, la société avance par pas. C'est-à-dire, le premier pas est lié au second, ainsi de suite. Ce qu'on fait, c'est du bon. C'est-à-dire, tu vas voir la musique des griots et tu vas voir le rap. Mais comment le rap actuel, malien, se nourrit de la musique comment le mobilier, le design, comment le mobilier africain de design moderne actuel se nourrit de la statuaire et de l'artisanat. Parce qu'on est toujours dans une société où il y a l'artisanat et l'art. Il y a un souci. Ailleurs, on ne te parle pas d'artisanat et d'art. L'artisanat n'arrive même pas dans le discours artistique. Pourquoi? Parce que sa place est connue. C'est-à-dire, on l'appelle les métiers anciens. Oui. C'est quelque chose de folklorique. De folklorique, tu vois. Mais chez nous, dès qu'on parle d'art, il y a des gens qui, parce que quelqu'un a fait une confusion entre l'art et l'artisanat, on le rappeler à l'ordre. Et quel ordre d'ailleurs, parce que c'est pas clair, le rappel. Donc, comment on construit une esthétique? Parce que l'esthétique, du point de vue de l'art, ça fonctionne sur la liberté. La liberté. C'est dans ta tête que ça se passe. Et plus pour toi d'abord, avant d'être pour les autres. Autrement dit, on arrête aussi avec l'altruisme. Sur l'altruisme, ça produit les fondamentalistes. Ça provoque, ça crée les extrémistes. Parce que dire je fais ça pour les autres, non. Chaque fois que l'homme dit je fais ça pour les autres, il ment. Il ment. Fondamentalement, il ment. On fait d'abord pour soi et accessoirement pour les autres. J'aimerais qu'on aborde, si tu le permets, Chab, ta casquette de galériste. La galerie Chab, est-ce que tu l'as juste pensé comme un espace où justement toutes ces pensées, permets-moi le mot, ces rébellions pouvaient s'exprimer? Tes rébellions à toi, est-ce que c'est ça la galerie Chab?
En fait, je ne l'ai pas pensé comme la solution, comme le lieu de toutes mes rébellions, je l'ai pensé plutôt par un truc de provocation. C'était la provocation. Je venais de quitter le ministère de la Culture. Après la première édition, il y a eu la deuxième, 96, et je me suis dit, bon, ok, on parle de photographie, et je vais leur faire juste, je vais juste leur dire qu'il faut quand même qu'en dehors de entre deux éditions qui ont lieu entre 2 années de différence, qu'on parle de photographie au Mali. C'est-à-dire, comme j'ai fait des articles, j'ai écrit des trucs pour provoquer sur la biennale, tout ça, à partir du moment où j'ai quitté le ministère, j'ai dit, je vais faire une galerie. Je vais m'occuper, moi, de photographes entre deux biennales. Donc, je crée la galerie en 2000 et je commence à exposer des photographes maliens et non maliens. J'ai fait pas mal d'expos et je me suis attiré, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, ça a débouché sur un drame plus grand que le drame que je faisais avant. C'est à partir du moment où j'ai créé la galerie, et que la galerie devenait importante dans l'histoire de la photographie au Mali et dans l'histoire des rencontres, j'ai commencé à être la personne qu'il fallait abattre. Parce que pendant que les rencontres de la photographie faisaient des expos sur la photographie africaine, moi j'exposais des photographes non africains à ma galerie. Okay. Et les gens disaient, toute la presse de 2000 jusqu'en 2006, quand j'ai décidé que bon, j'arrête avec la galerie, on dit ce qui se passe à Bamako du bien pendant la biennale, ça se passe à la galerie Cham. Le problème, parce que ce qui m'intéressait, c'était que à la galerie, non seulement je faisais exister la photo au Mali entre deux biennales, mais je décidais de faire ce que la biennale ne faisait pas, c'est-à-dire de m'intéresser à la photographie que les Maliens peuvent comprendre. Donc, le premier grand événement que j'ai fait en ouvrant ma galerie, c'était qu'avant d'ouvrir ma galerie, j'avais fait travailler des photographes du studio de Bamako sur le quartier où j'allais ouvrir la galerie. Le quartier de Bamako est un quartier où j'ai grandi quand j'étais étudiant et qui m'a accueilli quand j'ai ouvert la galerie. Donc je connais bien le quartier et j'aime bien les gens de ce quartier. Donc je demande à des photographes de photographier le quartier. Je leur ai dit on fait juste ça pour eux. L'objectif esthétique n'était pas la priorité de cette expo. C'était de faire de la photo que les gens peuvent lire facilement et s'approprier. Donc on a fait des portraits des notables du quartier, on a fait des photos des manifestations sociales qui ont lieu dans le quartier, les mariages, les baptêmes, on a fait l'architecture du quartier, les lieux incontournables du quartier, et on met 350 photos pendant la biennale 2001, où j'étais commissaire avec Simon Diamy sur la biennale. Je mets dans la rue de ma galerie, sur les murs extérieurs de la galerie, je mets 350 photos du quartier, avec des lampes tempête au pied des photos le soir, pour que les gens puissent prendre la lampe pour regarder la photo. Et là, dans cette ville de Bamako, où on parlait de photographie, j'ai pu créer un seul lieu où on parle de photographie au Malien, ça a été reçu comme un problème. Chap veut nous emmerder. Et à partir de ce moment, donc, tout le reste, c'est que, si tu veux, ça a fonctionné, ma galerie, jusqu'en 96, en 2006, de 2000 en 2006, 2007, les problèmes, si tu veux, étaient tels que je me disais, je laisse ce chantier et je vais sur un autre chantier. D'accord. Donc j'ai décidé de m'occuper d'art tout court, pas de photo. C'est là que tu t'installes à Gao? Non, c'est là que je m'installe à Ségou, et que je commence à faire galerie Carpe Diem pour faire plus ouvert. J'ai même fait des expos complètement folles sur la photographie, sur les chapeaux, des collections de chapeaux et tout, parce que je n'étais plus dans. Et pour moi, tout ça, ça répond, si tu veux, à une seule chose, c'est qu'est-ce qui fait projet artistique à l'échelle du pays avec des artistes. Mais Chap, est-ce que toi tu n'as pas l'impression, au vu de tout ça,
que toi, tu es juste en perpétuelle expérimentation. Moi, c'est ce que je ressens. Absolument. Mais en fait, ma formation de philosophe, c'est une des formations professionnelles. C'est ma formation de philosophe. Je suis tellement obligé de m'interroger, de me poser des questions, qu'en fait, à un moment, les questions apparaissent plus importantes pour moi que les réponses. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'expérimentation est bonne, parce qu'elle nous fait avancer au niveau que je trouve le plus important d'avancer, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau personnel. C'est-à-dire, plus tu te poses des questions, plus tu abordes les choses, non pas pour faire spectacle ou représentation, mais plutôt par interrogation, par pertinence, plus tu es obligé de ne pas chercher à... Bon, les gens peuvent penser que je commence des choses, je ne les finis pas, mais en fait, c'est juste que, pour moi, une fois que j'ai compris, je passe à autre chose. Je passe à autre chose, c'est vrai. C'est vraiment, je passe d'une chose à autre chose, et c'est pareil, l'écriture. Je me suis toujours dit, le jour où je ferai plus ce que je fais, c'est-à-dire que pendant tout le temps où je faisais des commissariats d'expo, que je faisais des jurys photos, que je fais des jurys d'art dans le monde, je fais le contexte, je fais le jury du prix Agent Smith à New York. L'année où j'étais membre du jury en 2007, j'étais le premier Africain à avoir été membre du jury du prix Agent Smith à New York. Je reviens à Paris, les gens me regardent en disant « Ah ben comment t'as fait ?» J'ai dit « Non, moi je ne sais pas comment j'ai fait. » En 2012, je suis membre du jury du contexte photo de Chine, Chypre. Les gens se demandent « Mais je dis, moi je ne sais pas. » Les gars, c'est eux qui savent pourquoi ils m'ont. Pourquoi c'est moi. Je fais tout ça et je me dis, en fait, ce qui est important pour moi, c'est parce que les gens pensent de ce que fait Chab. C'est ce que je suis, parce que je fais. C'est-à-dire, moi, c'est plus la conscience de ce que je suis. Je suis conscient d'une chose, c'est que dans le domaine des arts plastiques, je me suis interrogé et je m'interroge toujours. Et chaque occasion que j'ai de pousser mon interrogation plus loin m'intéresse. Donc j'accepte. Et ce n'est pas une réputation, c'est-à-dire la galerie, les commissariats que j'ai fait, c'est pas ça qui est important, c'est ce que j'en tire et qui me permet en fait finalement même d'être tout juste l'homme heureux que je t'ai dit que je suis, c'est-à-dire ce mec qui vit à Bamako et qui peut sur son smartphone, je reçois des sujets sur n'importe quel domaine artistique, je lis et je peux participer au discours. C'est ça qui est important. La pause d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.